Bonsoir à tous, le grand rendez-vous a bel et bien lieu ce soir, un jour férié certes, mais ça n'empêche pas de parler développement. Oui, c'est fête de Ramadan et donc tout le monde est à la maison. Ce soir, nous allons donc parler de santé, on parlera sport, santé, sport, beauté et pourquoi pas environnement. 3 plateaux plus le journal. La météo d'abord. Oui, nous y sommes, c'est bien évidemment le grand rendez-vous et toute l'équipe souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane béninoise et toutes celles qui nous suivent hors du pays, le Bénin bien évidemment. Alors ce soir, sur le grand rendez-vous et particulièrement sur les plateaux, il sera question d'ulcère. Vous savez, l'ulcère, il y en a de différentes sortes. On parle d'ulcère de Burli par exemple, on parle d'ulcère d'estomac, pour ne citer que cela. Ce sont les ulcères buccaux qui retiennent notre attention ce soir sur Nature et Bien-être. Découvrez donc ces manifestations et apprenez à y faire face, c'est-à-dire le traiter tout simplement. Alors, le relooking, on en parlait hier sur Autant Savoir, ça continue. Et hier, on disait que le remodelage de la rondeur, des rondeurs, fait partie donc du relooking. Et pour réussir cela, il faut donc du sport. Oui, le sport, on en parle, le sport. Quel rôle le sport joue-t-il dans votre beauté, sur la beauté, l'effet du sport sur la beauté? C'est de cela que nous allons parler tout à l'heure sur Autant Savoir. Il sera également question sur le plateau Espère, parler de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Bénin. Mais à quand en fait l'application de cette loi? Puisqu'on ne sent pas encore cela, la période reste toujours à la sensibilisation et à la mise à disponibilité, pourquoi pas, des sachets biodégradables. Alors, à quand l'application de cette loi? On verra ça dans un instant avec un spécialiste de l'économie verte. C'est lui qu'on va retrouver dans un instant sur la rubrique Espère de ce grand rendez-vous. N'oubliez surtout pas que tout à l'heure, nous allons suivre le journal qui nous sera présenté par Estelle Espérance Aurore Pazou, qui d'ailleurs est là et va nous présenter les titres. Merci Assioum Gaba, mesdames, messieurs, bonsoir. Certains Béninois ont décidé de consommer local. C'est leur façon de valoriser l'économie nationale. Une équipe de notre rédaction est allée à leur rencontre. Élever la volaille est une solution pour se faire du revenu. Mais avant, quelques simples conditions sont à remplir. Un agronome nous en parle. Et puis, plus besoin d'un parcours de combattant pour obtenir son livret de pension. C'est le soulagement qu'apporte le gouvernement béninois aux personnes retraitées pour une fin de carrière apaisée. À suivre tous les détails à 19h45.
Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour déjà les titres de ce 19h45. On va vous retrouver tout à l'heure dans moins de 40 minutes. Exactement, avec vous, il sera question donc de nous développer ces titres-là à 19h45. Et donc, prenez le rendez-vous. Mais restez avec nous, chers téléspectateurs, puisque c'est le moment d'ouvrir les plateaux. Et on commence par Autant savoir. Autant savoir, ce soir, ça va sauter, ça va donc, pardon, je ne vais pas me retrouver, on va s'accoupler tout simplement. Et puis après, il sera également question aussi de courir, pourquoi pas, de faire des mouvements, en fait, pour remodeler sa forme. Ça fait partie du relooking, on en parle dans un instant, et avec Fulgencia Moutonji et son invité. Mais avant de les retrouver, regardez cet élément. On les retrouve souvent sur les lieux de sport et dans les centres de gymnastique. Je viens ici souvent les week-ends. Je vois les clubs un peu partout. Il y a les coachs devant qui donnent les consignes aux membres du club. Les coachs sportifs représentent un maillon essentiel du sport d'entretien. Au sein de notre club, par exemple, nous appelons ça un instructeur. C'est celui qui se met devant et qui dirige la foule. Le coach, c'est celui qui planifie, organise, élabore un plan de travail, un plan annuel ou un plan périodique en fonction des problèmes posés par les apprenants. Jules César exerce ce métier depuis plus d'une dizaine d'années. Selon lui, être coach sportif fait appel à des qualités intrinsèques. Il faut avoir une certaine formation, une certaine capacité afin de diriger une centaine de personnes que tu as devant toi, qui est fait de grandes personnes, des enfants. Au Bénin, la majorité des coachs sportifs se sont formés sur le tas. Mais depuis quelques années, les clubs de sport d'entretien investissent dans la formation de leurs encadreurs. Nous avons envoyé des gens au sein de notre club qui sont partis suivre la formation et qui sont venus restituer ça. C'est sur ça que nous nous basons pour conduire chaque séance de sport que nous faisons les samedis matin et les dimanches matin. Le métier de coach sportif, certains l'exercent par passion. Toutefois, il est très lucratif pour les professionnels. Eux, ils sont faits pour ça, ils ont suivi la formation pour ça et c'est de ça qu'ils vivent là-bas. Nous les sollicitons, ils viennent ici pour des séances. Jules César compte se perfectionner davantage à travers des formations afin de mieux servir son club. Allez, merci beaucoup donc à Federbe Agbado qui a réalisé ce reportage sous la supervision bien sûr de Agnat Onifade Bello qu'on va retrouver très prochainement sur Autant Savoir. Pour le moment, je suis avec Fulgencia Moutonji et son invité Karel Aounou, coach sportif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Merci. Même si c'est un jour de fête, vous y êtes. C'est un plaisir. Bonsoir, Fulgencia. Bonsoir, Asioma. Alors, il est question ce soir de parler du coach sportif, son rôle, son utilité en fait pour ceux qui aiment faire le sport. Il paraît que le sport, c'est d'ailleurs même important pour tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est bon pour la santé. La santé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité notre coach sportif et on va faire un zoom sur le métier de coach sportif. Alors, bonsoir monsieur Karel Aounou. Bonsoir madame Fulgencia. Bonsoir. Alors, dites-nous, quel est le rôle aujourd'hui du coach sportif? Pour parler du coach sportif, en fait, d'abord, il est important de noter qu'au Bénin, on a commencé par prendre conscience de l'utilité du sport. Du coup, on commence à remarquer des gens qui, les week-ends, sur les places publiques, sur les voies, en train de bouger en groupe, en train de faire du sport. Alors, le coaching sportif, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement personnalisé qui vise à atteindre des objectifs de forme, de perte de poids, de bien-être et d'épanouissement. D'accord? À partir de ce moment-là, alors, le coach sportif, c'est un professionnel qui est chargé en fait d'accompagner un particulier ou un groupe d'individus en vue de les aider à atteindre leur objectif de forme, de perte de poids, de bien-être et d'épanouissement. Alors, tout le monde peut avoir recours à vos services ou il y a des catégories de personnes qui ne doivent pas faire du sport? Oui et non. En fait, tout le monde n'a pas le même passé sportif. Tout le monde n'a pas
les mêmes capacités physiques, d'accord? Donc, du coup, tout le monde ne peut pas faire les mêmes types de mouvements pendant qu'ils sont en train de faire du sport. Et c'est là, en fait, qu'intervient la présence d'un professionnel qui est le coach sportif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, grâce à Internet, il y a plein d'applications, il y a plein de vidéos sur Internet. Vous pouvez copier les vidéos, les télécharger et regarder et dire, je vais rester à la maison faire du sport. Mais ce n'est pas pour autant pareil, parce que le coach, en fait, c'est un facilitateur, d'accord? C'est un motivateur. Et il n'agit pas uniquement sur le physique de son client, mais aussi il travaille son mental et son moral. Alors, en fonction de quoi vous choisissez donc ces exercices-là? Ces exercices sont choisis en fait en fonction de l'objectif du client. Parce que en premier, le coach sportif, en fait, lui, il entraîne un particulier ou un groupe d'individus. Alors, chaque particulier qui doit entraîner, en fait, il doit d'abord, dans un premier temps, déterminer les attentes de son client. D'accord? Après ça, déterminer les attentes du client, ils vont définir ensemble les objectifs. Et lui, en tant que professeur, lui montre la manière, lui présente la manière de pouvoir atteindre leur objectif. D'accord? Et donc, par rapport à cela, selon la capacité physique de chaque client et selon son passé sportif, tout le monde ne peut pas faire les mêmes mouvements. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et tout le monde ne peut pas parvenir à reconstruire son physique de la même manière. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'arthrose, il y en a qui ont des problèmes de dos, il y en a qui ont des problèmes de genoux par rapport à un accident du passé ou par rapport... Il y a différents cas en fait. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est le client qui vient, qui oriente beaucoup plus le coach. Tout à fait. Le client, il aide le coach à l'aider. Le client vient au sport avec un objectif. Avec un objectif. D'accord. Ensemble avec le coach, ils vont déterminer en fait c'est quoi son objectif, c'est quoi son attente. Et le coach lui présente la manière de pouvoir l'atteindre simplement. Simplement. Donc voilà. Ça veut dire qu'il peut venir pour dire, écoutez, moi, je veux diminuer un peu le volume de mon ventre. Voilà. Moi, je veux perdre la graisse qu'il y a au niveau du ventre. Moi, je veux rebondir les fesses. Moi, je veux muscler. Ah, il y en a même qui cherchent à rebondir les fesses. J'espère que ce n'est pas les hommes. Hein. Ça doit être beaucoup plus les femmes. Non, mais ça ne peut qu'être les dames. Puisque vous aimez ça. Ah oui, puisque les messieurs aiment les fesses, même n'aiment pas les porter. Ils aiment regarder ici les femmes. Ah, je vois. Ça, c'est ça. Peut-être que c'est le mari qui a demandé à ce que... Bon, pourquoi pas? Pour perdre du poids aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, assez de femmes, elles vont au sport pour perdre du poids. Tout à fait. Il est important, en fait, de notifier que tous ceux qui se mettent aujourd'hui au sport, chacun vient avec un objectif. Il y en a soit c'est pour se muscler, il y en a soit c'est pour s'assoupir, il y en a soit c'est pour perdre du poids, il y en a c'est pour retrouver la forme, et il y en a d'autres en fait c'est pour évacuer le stress accumulé pendant la vie quotidienne ou professionnelle, tout simplement. Mais il y en a, il paraît qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus avoir les plaquettes de chocolat. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vous vrai. confirmez? Les plaquettes de chocolat, vous pouvez les avoir à tout moment. Il faut juste le travail, c'est le travail en fait. Même le vieux de 70 ans, qui veut plus avoir les plaquettes. Il faut juste travailler, se mettre au sport. Parce que j'ai vu sur WhatsApp, la fois passée sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image où on a mis avant et après. Et on a montré le jeune, quoi. Bon, avant, il n'avait pas les plaquettes, mais après, il a. Mais l'autre, on lui met son ventre vraiment dur, mais avant, ils ont mis le ventre, mais ils ont dit qu'après, là, que c'est impossible. C'est impossible d'avoir les plaquettes. Je me suis dit, mais du coup, donc c'est impossible quand vous avez les ventres. C'est bien possible. Quand vous vous mettez au sport, en fait, il est important, à partir de ce moment-là, de contrôler tout ce que vous mettez dans votre estomac. Très bien. Parce qu'en fait, le sport, ça ne suffit pas. D'accord? Vous allez faire du sport, mais aussi, il y a des conseils nutritionnels. Il y a des conseils par rapport à la nutrition. Donc, vous les donnez aussi? On les donne aussi. Je les donne aussi en tant que coach. Parce que pour ce cas, en fait, il faut faire des recherches. En tant que coach, on suit aussi d'autres coachs qui sont déjà à un autre niveau. D'accord? Grâce à des forums au niveau international, grâce à Internet, d'accord, on passe à des forums, on suit des coachs aussi qui donnent des conseils par rapport à la nutrition, pour ceux-là qui veulent perdre la graisse au niveau du ventre, quoi prendre, quoi manger, comment les manger. Il y a des fruits en fait qui sont adaptés, qui sont des fruits brûleurs gras, d'accord, comme l'ananas par exemple, comme le cassis par exemple, comme le citron par exemple, vous voyez. Donc en fait ces conseils on les apporte en fait pour pouvoir montrer en fait aux clients que le sport ça ne suffit pas. À partir du moment où tu te mets au sport en fait, il faut contrôler son alimentation. Tout à fait. Il faut juste respecter les bonnes règles d'alimentation et d'hygiène. Parce qu'en fait il y a de graves erreurs que nous faisons ici dans la plupart des pays africains, en particulier au Bénin, pardon. La nourriture du blanc est adaptée aux blancs.
Vous comprenez? Comme le disait Dr Sébi, la nourriture du blanc est adaptée au blanc, ça va avec l'organisme du blanc. Mais la nourriture du noir, c'est pareil, ça va avec l'organisme du noir, ça va avec son tempérament, ça va avec son environnement, ça va avec le milieu dans lequel... Chez nous, c'est consistant. Il faut manger le eba. Non, enfin, il faut manger la pâte de maïs. Il faut manger consistant. Il faut manger la nourriture de chez nous. Il y a plein de choses qu'on peut manger de chez nous sans prendre du poids, sans prendre du volume. Vous voyez ce que je dis? Le Mont-Saint-Jean... En fait, à partir du moment où vous mettez au sport, oui. vous devez suivre un régime alimentaire. Vous devez en fait vous contrôler tout ce que vous mangez. Donc c'est les repas africains que vous conseillez souvent aux gens? Non, les repas africains en fait... Dans votre coaching? Non, ceux qui veulent faire les... Qu'est-ce qu'il faut manger alors? Dans le coaching, par rapport à l'attitude du client qui veut maigrir, je vais lui conseiller des repas typiquement africains qu'il peut y avoir au Bénin ici, qu'il pourra manger sans prendre du poids en fait. Ben voilà. Ok. Ça vous fait moins dépenser. Dans ça en fait, il faut établir en fait un programme nutritionnel au client par rapport à son objectif. Et pour ce faire, il faut juste donner des astuces. Vous réveillez le matin par exemple, vous devez boire de l'eau, c'est la première des choses, d'accord. Après avoir bu de l'eau, vous devez essayer de prendre un thé maigrissant, un thé brûleur gras, par exemple de l'eau chaude citron, tout simplement. Ou de l'eau chaude. Ça aide à brûler les gras. Ça, c'est déjà bien, c'est un bon brûleur gras, d'accord. De l'eau chaude citron, mais de l'eau chaude avec du gingembre, vous voyez. Au matin, on peut démarrer par là. Et après, vous savez que vous voulez maigrir, en fait. Et toujours dans l'optique de maigrir, vous avez droit, dans ce cas, moi je conseille à mes clients, dans ce cas, un repas plus ou moins léger par jour. Mais dans ça, il y a des fruits à prendre, comme pommes, par exemple, des pommes vertes, c'est des coupeurs de faim, vous comprenez. Donc, quand par exemple, vous réveillez le matin, vous buvez de l'eau, après vous allez sous la douche, vous vous lavez, vous vous apprêtez à aller dans votre journée professionnelle, vous prenez votre thé eau chaude citron ou eau chaude gingembre, d'accord. Arrivez au boulot vers 10h, vous avez faim. Je vous conseille de manger 2 pommes vertes, par exemple, c'est coupeurs de faim. Et d'accord, à la pause, à midi, à 13h, vous pouvez prendre par exemple de la cassa ou du poisson. Du poisson sec avec du piment ou donc voilà. Et en soirée, je peux conseiller par exemple de l'ananas ou du petit pois si vous n'êtes pas allergique au petit pois, vous voyez. Donc c'est relatif en fait. C'est relatif. Ça dépend de l'organisme de la personne. Après de conseiller ce qui peut aller avec. Je sais que c'est des sucres standards que vous êtes en train de donner là sur le plateau. Et donc tout ça pour accompagner le client. Autrement dit, vous allez courir, vous essouffler, mais vous allez toujours voir ça devant. Ça ne diminue pas. Alors pour devenir coach sportif, il faut suivre une formation. Tout à fait. Pour devenir coach sportif, il faut suivre une formation. Et ici au Bénin, la plupart des coachs se sont retrouvés dans ce métier par passion. C'est mon cas à moi. Depuis l'école, j'ai joué au basket, j'ai joué au handball. Après l'école, je me suis retrouvé à l'université, j'ai continué à jouer au basket. Bref, le sport, c'est ancré à moi, c'est comme un mode de vie. Et après, vu que ça prend de l'ampleur, vu que ça devient en fait une question de nécessité où les gens prennent conscience que j'ai besoin du sport pour pouvoir maintenir parce que éliminer les cardiovasculaires et vivre une vie assez longtemps, d'accord, j'ai besoin du sport, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, en fait, il faut une formation. C'est une formation de coaching sportif. Il n'y en a pas ici au Bénin et je crois que c'est le moment, en fait, pour le ministère de la culture, du sport, de voir dans ce sens-là, en fait, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier de coaching sportif, on peut essayer de mettre en place un dynamisme pour pouvoir essayer de former des jeunes ou du moins recruter certains jeunes qu'on pourra envoyer faire sur des formations à l'extérieur, d'accord, et revenir et les mettre maintenant sur le terrain pour pouvoir exercer le métier. Et former aussi d'autres, pourquoi pas. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur. C'était un plaisir. Vraiment, je n'ai vraiment pas envie d'arrêter. Non, je sais que vous allez vous mettre bientôt au sport. Moi, je suis un sportif, je joue. Pour les tablettes et tout. Oui, peut-être pour avoir les tablettes. Pour retrouver les tablettes, parce que je les avais. Avec plaisir. Voilà, donc je les ai perdues un peu. Je vais retrouver mes tablettes de chocolat. C'est important. Et là, c'est parti pour 100 ans au moins. Quoi. Ah oui. Ça. Allez, Fulgencia, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karel. À très, très bientôt. On va retrouver Heureuse Danondé et son invité, avec qui nous allons parler d'ulcères. Mais quel type d'ulcères? Les ulcères buccaux. C'est quoi encore ulcère dans la bouche, chers téléspectateurs?
Les ulcères buccaux. Bon, c'est pratiquement la première fois que moi j'en entends parler. C'est quoi en réalité? Affect d'ulcère et la bouche, c'est quoi? Il y a quelle relation? On me parle souvent, quand on dit j'ai l'ulcère, on pense directement à l'estomac. Mais aujourd'hui, on me parle d'ulcères buccaux. Ben, je ne sais pas. Heureuse et son invité viendront tout à l'heure sur le plateau. Et donc, restez là pour les écouter. On va suivre d'abord le reportage avant de revenir. Les dents sont un capital important pour la vie. Si elles se construisent depuis le ventre de maman, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte, elles doivent être protégées grâce à une bonne hygiène buccale. Pour avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire, il faudra savoir que l'on doit prendre l'habitude de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il s'agit du matin, après le petit déjeuner, et le soir avant de se coucher. Mais avant, il faut déjà dans les toutes premières consultations chez l'enfant et ainsi de suite tous les ans, pouvoir identifier quel type de brosse l'on devrait utiliser. Parce qu'il existe des brosses très souples, des brosses de type médium et des brosses dures. Alors, le type de brosse se choisit en fonction de la texture et de la finesse de la muqueuse buccale. En choisissant sa brosse, on devrait aussi conseiller le dentifrice adapté à l'individu. Le bon brossage est aussi tributaire de la technique utilisée. On doit brosser d'abord d'une manière ordonnée pour ne pas oublier un secteur. Donc, si vous brossez, vous commencez par la face externe du bas, vous faites la face interne du bas et vous faites la surface des dents. Pareil sur le maxillaire. Et à la fin, vous brossez la langue. La langue, on ne la brosse pas trop énergiquement. Il faudra tirer sur chaque côté sa brosse pour nettoyer. Les brosses végétales ne sont pas à exclure de l'arsenal de l'hygiène bucco-dentaire. Bien au contraire, certaines des tiges utilisées ont des propriétés bienfaisantes pour les dents et la gencive. Il faut préférer une brosse végétale tendre. Une fois que le choix est fait, il faut insister sur la longueur qui doit être à peu près la longueur d'un stylo. Parce qu'il faut pouvoir bien tenir la brosse végétale pour pouvoir faire les mouvements de gommage. Parce qu'en fait, avec la brosse végétale, on gomme les surfaces dentaires. Alors, il faudra ensuite bien mastiquer cette brosse végétale pour que les fibres deviennent assez propres, fines, très bien raffinées, ce qui va faciliter le gommage. Et ce gommage aussi se fait de la gencive vers la dent. Une bonne hygiène bucco-dentaire garantit des dents saines et un sourire pour la vie. Merci à vous, Jean-Claude James, pour ce reportage. Retour en plateau, on retrouve Madame Auberge Sandra Conon. Elle est... non, pardon, c'est... Oui, Madame Alapini, pardon. Oh là là, j'ai tellement pensé à Conon. Oui. C'est Madame Alapini. Elle était ici souvent. Madame Alapini, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir à chaque fois que je vous retrouve sur ce plateau pour parler de la santé des dents. On nous parle maintenant des ulcères buccaux. Souvent, quand on dit ulcère, on pense estomac. Quand on dit carie, tout le monde pense à la dent. Bon, les ulcères avec la bouche, je ne sais pas, il y a quel rapport. En tout cas, heureuse, c'est vous qui avez demandé, qui avez initié le sujet. En tout cas, on est là. On est là pour en savoir plus. Il faut juste dire et assume que les ulcères, ce n'est plus uniquement l'affaire du gastro-entérologue. Ah, d'accord. Les dentistes, les stomatologues peuvent aussi en parler. Il y a aussi les ulcères des yeux. L'ophtalmologue viendra nous le dire. D'accord. Alors, merci Dr Alapini Rachel d'être là. Merci pour la disponibilité. Alors, les ulcères buccaux, Assume l'a dit, cherche à savoir. Pour certains, c'est la première fois. Pour la première fois, ils entendent parler de ça. C'est quoi concrètement une ulcération buccale?
ulcération terre à terre, c'est une plaie. Une ulcération, c'est une perte de substance. En termes terre à terre, disons, c'est une plaie. Donc la plaie qui se retrouve dans la bouche. C'est juste pour dire plaie dans la bouche, là. Que le blanc a utilisé tout ça. On a dit tout ça, là. Pas forcément, c'est parce que c'est spécifique. Ok. Il y a des spécificités autour. Les spécificités, les ulcères buccaux, plaie dans la bouche. Pas souvent, les gens parlent d'aft. Comme on m'a dit, voilà. Aft, par exemple, c'est une forme d'ulcération. Voilà. Et je vais en même temps vous demander quels sont les types d'ulcération que nous avons. Il a cité tantôt l'aft. L'aft. Comment ça se manifeste, l'aft? L'aft, c'est l'ulcération la plus connue, la plus fréquente. Et on peut avoir son nom dans une langue de chez nous pour mieux se situer. C'est ça. Je sais que souvent les enfants, ils ont ça quand leur immunité est un peu dégradée ou bien quand ils sortent de maladies telles que la rougeole, parce que les secoués, ils ont des plaies dans la bouche. Je ne sais pas, c'est ça que les gens appellent Mayan. Ok, Mayan. D'accord. Dans la bouche, hein. Ouais, c'est vrai. Et ils refusent de manger. Oui, voilà, parce que c'est très douloureux. Il y a plusieurs formes d'ulcération. L'ulcération peut être douloureuse ou non. Quand c'est douloureux? Voilà, ça dépend de chaque forme à sa spécificité. Donc je peux dire que quand c'est pas douloureux, ça c'est plus... C'est une autre forme. C'est pas compliqué? C'est pas forcément. Ça peut ne pas être douloureux, être plus compliqué. Ah, ok. Voilà. D'accord. Alors, vous aviez parlé tantôt de l'aft. L'aft, c'est l'ulcération la plus connue. Il y a des ulcérations qui sont des manifestations buccales de certaines maladies générales. Ok. Des signes d'une maladie? Des manifestations buccales. D'accord. C'est-à-dire que c'est la répercussion buccale de cette maladie-là. Donc, quand le spécialiste n'arrive pas à retrouver la cause, quand il fait son truc, donc c'est dans l'interrogatoire qu'il sait si le patient souffre d'autres choses qui peut expliquer cette forme. Ça dépend en fait de la forme, de la localisation. Est-ce que le brossage peut créer aussi des plaies? Ça dépend quand c'est mal fait. L'hygiène aussi, les prothèses mal adaptées, et la carie aussi peut provoquer des ulcérations. Mais des ulcérations provoquées par ces comportements-là peuvent être considérées comme des ulcérations dangereuses, compliquées? Ulcération due à un mauvais brossage? Quand c'est signalé tôt, il suffit juste de supprimer la cause. Quand c'est une ulcération traumatique, en supprimant la cause, si c'est un crochet mal adapté, une prothèse mal adaptée, en supprimant la cause, le problème est réglé. Si c'est une brosse trop grosse. Voilà. En général, les aftes ne durent pas. D'accord. Les aftes se guérissent parfois quand c'est un afte banal, quelques jours, une semaine à 10 jours, c'est réglé. Mais c'est très douloureux par contre. D'accord. C'est très douloureux. Douloureux comment est-ce lorsqu'on mange, qu'on sent la douleur? Lorsqu'on mange un aliment un peu pimenté? Oui, quand on mange parfois, mais quand on ne mange pas, ça fait très mal. Si vous avez la salive de la bouche, quand on bouge, tout ça, là, voilà. Donc ça, c'est quand c'est banal, souvent avec un gel anesthésique de contact ou un truc juste pour calmer la douleur. Quelques jours après, ça part. Mais quand ça persiste, par contre, il faut que le spécialiste revoie son diagnostic et fasse des examens plus approfondis pour savoir ce qui est vraiment à la cause de ça. Il y a des ulcérations qui sont consécutives à certains traitements, des traitements médicamenteux ou des traitements chimiques. Qui causent des plaies dans la bouche? Oui. Parfois, tout ce qui provoque une dégradation de l'immunité. D'accord. Le palu? Le palu, oui, parfois après, au début de palu, il y a des gens qui ont des ulcérations dans la bouche. Des ulcérations dans la bouche. Et ils sont souvent révélés ou pas, et puis ça vient dans la bouche. C'est le spécialiste qui sait de quel type d'ulcération il s'agit. Parce que ça dépend de la situation, de la profondeur, de la couleur, du contour. De ce que ça a des manifestations sur votre état général ou non. De ce que ce soit douloureux ou non. Mais je veux bien savoir comment
patient, je peux dire, où l'individu peut savoir que cette plaie dans la bouche est une plaie grave, qu'il faut aller voir le médecin. Quand doit-il s'inquiéter? Qu'on fait aussi contribue un peu à ça. La douleur donc, aussi. Les gens doivent savoir que rien n'est à négliger, même quand c'est dans la bouche, même quand c'est une petite ulcération qui persiste. Parce que quand c'est des actes, quand c'est banal, en général, ça ne dure combien pas. de temps? Les actes, quand c'est banal, c'est 1 semaine à 10 jours. Quand c'est un peu plus géant, ça peut prendre quelques semaines. Quand ça va au-delà de 2 semaines, il faut, même si on a vu le spécialiste avant, il faut repasser pour qu'il revoie son diagnostic pour savoir exactement ce qu'il y a à la base. Mais quel comportement adopter lorsqu'on a des ulcérations dans la bouche? Est-ce qu'il y a des interdits? Mais ça dépend du stade de quel type d'ulcération c'est. Quand c'est douloureux, évidemment, quand vous prenez des trucs qui piquent, tout ça, ça vous fait mal, donc c'est à vous de vous... Mais quand c'est avoir l'aspect et en sachant de quel type d'ulcération il s'agit, le spécialiste vous dira exactement quel comportement adopter. Donc le point c'est quoi? Dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux aller voir un dentiste. Quand le dentiste il voit que c'est pas à son niveau, il vous réfère à un spécialiste. Tout simplement, ouais. Il paraît que ça peut être aussi la cause d'un cancer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cancer dans la bouche. Dans la bouche. Donc, c'est que tout ça permet de dire que les ulcérations dans la bouche, ce n'est pas à négliger. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas à négliger. Il faut aller voir les spécialistes, s'il vous plaît. Et le traitement, ça prend combien de temps? Ça dépend du type. Lorsqu'on prend les plus courants. Les plus courants, quand c'est l'aft, on vous a dit que c'est douloureux. Donc, ça, il n'y a pas de traitement. Quand c'est une dégradation de l'état, tout ça, il faut corriger la cause. Et comme c'est douloureux, il faut juste des gels ou des anesthésies de contact pour permettre après de cicatriser, de diminuer la douleur, que le patient se sente plus à l'aise. Quand c'est traumatique, il faut supprimer le traumatisme. Si c'est un crochet, une prothèse ou bien une carré, il faut supprimer la cause. Quand c'est dû à une dégradation de l'état, il faut corriger. Si c'est la manifestation buccale de la maladie, il faut détecter la maladie et traiter la maladie pour en finir avec l'ulcération. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Monsieur Ngaba, quelle que soit la plaie, surtout quand ça se retrouve dans la bouche, il faut aller voir le médecin. Le dentiste surtout. Et on appelle ça ulcère buccal. Merci beaucoup. À très bientôt. On va retrouver l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, nous allons parler de la loi d'interdiction des sachets plastiques au Bénin. À quand l'application? Tout le monde attend en fait l'application, que ça frappe un peu, parce que ça continue toujours d'être utilisé. Et ça prend davantage d'ampleur en fait, l'utilisation des sachets plastiques. L'expert. Oui, ça fait 2 ans environ, depuis 2017, que cette loi a été votée au Bénin. La loi portant interdiction d'utilisation des sacs plastiques au Bénin, sacs plastiques vraiment qui ne sont pas dégradables. C'est de cela en réalité qu'il s'agit. On se pose la question de savoir mais à quand l'application. Nous avait dit normalement 6 mois après, ça devait être déjà entré en application 6 mois après le vote bien sûr de cette loi. Ben, on ne voit pratiquement rien. Est-ce que c'est une manière de continuer la sensibilisation, de mettre en place, de rendre disponibles les sachets biodégradables? Est-ce que c'est ça qui tarde à venir? On se pose beaucoup de questions. Nous avons invité Henri Totti. Lui, il est spécialiste en économie verte. Avec lui, nous allons parler, voir en réalité quelles peuvent être les raisons qui peuvent retarder l'application de cette loi au Bénin. Bonsoir Henri. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir, monsieur Gaba, comme on a l'habitude d'appeler. C'est mieux, hein, voilà. C'est mieux comme ça. Ok, mais Henri Totti, dites-nous, depuis 2017, que cette loi a été votée au Bénin portant l'interdiction des sachets plastiques
Après ça, on ne voit rien, à part donc, les quelques séances de sensibilisation. On a vu également des séances de distribution de sachets biodégradables, par exemple au marché d'Antopa. Mais après donc, ces actions, on ne sent vraiment pas l'application de cette loi. Et qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude après le vote de cette loi? Merci monsieur le journaliste. Et je précise, tout à l'heure même vous avez eu un tout petit peu de difficultés à citer toutes les actions qu'on a effectuées sur le terrain. Ça veut dire que de nombreuses actions ont été menées sur le terrain, effectivement, par rapport à la sensibilisation, que ce soit au marché. Et nous, en son temps, nos cibles étaient les écoles et collèges. Et ce qui était fait en son temps, c'était non loin des, loin des sensibilisations. Il y avait aussi la proposition des alternatives qu'il faut utiliser en même temps pour accompagner l'éradication de ces sachets plastiques. Voilà. Et je vous souffre que beaucoup de choses se font en amont, dans le silence du côté du ministère, que ce soit du côté du ministère et aussi des organisations de la société civile, bien aussi du privé, c'est-à-dire des entreprises aussi qui se sont engagées à produire ces sachets écologiques, disons. Et là, le ministère ne peut pas du coup commencer par appliquer la loi. Bien que c'est en 2017 qu'on a voté, on a dit 6 mois. 6 mois, déjà, c'est la loi. Et si on avait commencé déjà après 6 mois, ce sont nous-mêmes les Béninois qui allons commencer par crier et parler des alternatives. C'est vrai que c'est difficile. Ce sont les mêmes Béninois qui aujourd'hui demandent à quand l'application de cette loi. Oui, il y a tout un travail qu'on doit faire dans l'ombre avant l'application de la loi. Ça fait partie aussi de la répression. Tout le dispositif qu'on est en train de mettre en place fait partie des étapes de cette répression. Donc, au niveau du ministère du cadre de vie et de développement durable, nous, on était aussi inquiets. En tant que responsable, en tant qu'expert, on était aussi inquiets. Et on s'est rapproché du ministère du cadre de vie pour savoir ce qui se fait à leur niveau. Et donc, en son temps, moi, j'avais rencontré personnellement la directrice de cabinet, Madame Jeanne Akacha. Je l'avais rencontrée en son temps. Et l'exposé qui m'a été fait, j'étais vraiment sidéré par l'exposé qui m'a été fait en son temps, parce que les alternatives dont on parle, il faudrait les vulgariser, vérifier toutes ces alternatives, si vraiment ces alternatives sont des alternatives vraiment écologiques qui vont pas nous porter encore de préjudice demain. Parce qu'il y en a, quand juste au lendemain du vote de cette loi, il y en a un qui nous présentait des sachets de couleur des orceaux, voilà, qu'on a rouge, multicolore, voilà. C'était juste pour tromper la vigilance de la population. C'était à cause de toutes ces alternatives trompeuses que le ministère a pris ses gardes, dit non, voilà, il faudrait qu'on étudie alternative par alternative. Même au niveau de la société civile, il y a des alternatives qui ont été proposées. Quand nous, on parle des emballages recyclés à base de papier, est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce que c'est des trucs sains qu'on peut utiliser? D'autres vont mettre des mets directement consommables dans ces emballages-là. Et il ne faudrait pas créer des problèmes de santé en voulant éliminer d'autres problèmes. Voilà. Et les sachets de couleur jaune-rouge qui ont subitement apparu sur le terrain en son temps, c'était toujours les mêmes sachets qu'on a apportés juste des couleurs pour tromper la population. Du moment quand on parle des orceaux, puisqu'il y a des types d'orceaux qui sont autorisés dans la loi. Et ces orceaux, il y en a dedans qui portent ces couleurs-là. Donc, juste pour tromper la vigilance de la population, les voisins d'à côté ont commencé par produire des non biodégradables. Et on met l'étiquette OXO. Voilà. Aujourd'hui, avec le dispositif du ministère du cadre de vie, tous ces produits doivent prendre par un cabinet qui doit vérifier l'authenticité de ces produits avant qu'on les amène sur le marché public. Ça dit que ce sont des dispositions prévues donc par cette loi. Bien sûr, la loi qui a prévu l'interdiction, en même temps a prévu des dispositions. Même l'utilisation de ces sachets autorisés, la gestion même de ces sachets après usage, c'est des dispositions qui ont été prises en compte dans la loi. Donc, il faudrait pas se jeter... Il faut mettre en place d'abord les outils. Voilà, il faut mettre en place des outils, tout le dispositif, et dès qu'on commence la répression, vous-même en tant que citoyen lambda, vous allez voir de façon claire que tout a été mis en place. Donc, on n'a pas besoin de vous obliger à aller vers ces alternatives-là.
Vous allez voir bientôt plusieurs sachets biodégradables sur le marché parce qu'il y en a encore qui sont encore dans les coulisses de vérification. Il faut vérifier l'authenticité, il faut aller au labo, vérifier tout ça. Donc, il ne faudrait pas, du coup, dès que la loi est mise en jeu et qu'on a dit 6 mois après, il faut commencer la répression. Nous sommes toujours en étape de sensibilisation. Même en pleine répression, la sensibilisation aussi est une sorte de répression. C'est une sorte de répression, c'est une répression très douce. Parce que quand vous sensibilisez, on vous refuse d'utiliser le sachet plastique, c'est aussi une sorte de répression. Alors, est-ce que dans les dispositifs, les dispositions prévues donc, par cette loi, oui. Il n'y a pas le fait d'interdire l'entrée des sachets plastiques non biodégradables sur notre territoire? Mais il y a un travail formidable déjà qui se fait au niveau de nos frontières. Il y a toute une difficulté aujourd'hui de faire entrer facilement ces sachets. C'est déjà un bon début. Okay. C'est déjà un bon début, ce qui encourage nous autres en tant qu'experts ou d'autres organisations de la société civile à continuer la sensibilisation. Mais nous sommes dit, même vous allez voir, plusieurs organisations de la société civile ne se sont pas arrêtées à la sensibilisation. D'autres ont poussé la curiosité de mettre en place des alternatives écologiques. Vous allez voir aujourd'hui, même dans nos restaurants, des calebasses qui sont mises en place aujourd'hui, même pour prendre de la bouillie et autres, c'est des calebasses. Et aussi, il y a d'autres pratiques endogènes comme l'utilisation des petits bols en aluminium qu'on utilisait il y a de cela 40 ans pour faire de la glace. Au lieu de les mettre en sachet. Donc, pour prendre de la glace, vous devriez venir avec votre glacière ou un petit objet pour recueillir tout ce que vous voulez prendre comme glace. Donc, parce que quand on va supprimer complètement donc ces sachets plastiques non biodégradables, il n'y a pas que les sachets biodégradables qu'on peut utiliser comme pour résoudre le problème. Bon, voilà. Il y a maintenant qu'on réfléchisse à créer d'autres alternatives beaucoup plus utilisables. Donc, ça amène les uns et les autres à voir en réalité ce qu'on utilisait avant que les sachets. Bien sûr, je vous donne un exemple très concret. Au niveau des pharmacies, aujourd'hui, vous allez constater que déjà, à ce niveau, ça a vraiment pris. Et ce n'est pas une volonté unanime, hein, c'est juste parce que l'État a mis un peu de pression pour que déjà ces entreprises donnent de bons exemples. Voilà, parce que c'est des structures de santé après tout. Voilà, donc l'exemple vient déjà de ces grandes structures. Au niveau du ministère aussi, vous allez constater aujourd'hui que même le ministère phare qui fait la promotion de cette loi, les sachets ne rentrent plus dans ce ministère. Si vous devrez apporter même des objets et autres, c'est dans des emballages écologiques, des tissus recyclés et votre sac que vous pouvez porter à longue durée, bien sûr. Voilà, donc qui rentrent dans ces ministères. C'est déjà des dispositifs. Voilà, donc le ministère seul ne peut pas faire ce travail. Donc nous en tant qu'experts, nous accompagnons le ministère dans une répression très douce qui est d'abord la sensibilisation et la proposition en même temps, parce que vous ne pouvez pas sensibiliser sans proposer des alternatives. Donc nous sensibilisons, nous proposons aussi des alternatives à ces populations. Puisque aujourd'hui, si on commence la répression, la petite punition, si je dois utiliser des termes simples, c'est au moins 100 000 francs comme répression. La plus petite. La plus petite, c'est au moins 100 000 francs. Et pour un citoyen, on a comme moi 100 000 francs parce que il y a vraiment de quoi mettre en place. Il y a vraiment de quoi rester et à prendre pas vraiment les échelles au lieu de prendre pas les escaliers au lieu de prendre pas l'ascenseur. L'ascenseur pour aller vraiment aller vraiment très doux pour atteindre les objectifs, parce qu'on parle des objectifs de développement durable. Et quand on veut la pérennisation de ces objectifs, il ne faut pas rater d'étape, il faut aller tout doucement pour réussir à la fin et pour au fait atteindre l'objectif à la fin, ce que je voulais dire. Voilà. Donc je rassure toute la population qu'il y a vraiment du travail qui se fait dans l'ombre. Alors, à quand peut-on donc espérer l'application réelle de cette loi? Déjà, le travail qui se fait au ministère du cadre de vie et de développement durable, nous pouvons espérer déjà, et pour cette année, déjà avant la fin de cette année, une volonté concrète pour aller à la répression. Parce que les travaux évoluent très bien de l'autre côté. Et à côté de ça aussi, les alternatives aussi se créent et d'autres alternatives
vont apparaître bientôt sur le terrain et tout le monde sera soulagé par rapport à l'appropriation de ces emballages biodégradables. Merci beaucoup à vous, Henri Totini, de nous rassurer sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie verte et vous êtes en tout cas dans cette sphère-là. Donc vous nous êtes venus avec beaucoup d'informations ce soir, puisque nous sommes dans le mois de l'environnement. Il y a de quoi s'interroger bien évidemment sur cette question-là. Merci d'avoir satisfait notre curiosité ce soir. On comprend tout simplement que nous sommes donc dans un début d'application de cette loi. C'est un processus, tout un processus pour donc y aller. Merci à vous et à très très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous, c'est l'heure du journal. Oui, 19h45. Allons tout de suite avec Estelle Pazot. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Adopter le Made in Bénin, c'est une des conditions pour accompagner l'économie nationale. Même si ce n'est pas le cas de tous, certains Béninois ont fait cette option. Le secteur avicole peut être bénéfique pour qui s'y adonne. Il suffit de se faire former et de s'enquérir des besoins du marché. Un agronome nous en parle. Faire valoir ses droits à la retraite sans livret de pension en main, c'est l'innovation du gouvernement qui conjugue ainsi au passé les tracasseries subies par les retraités. Voilà pour les titres de ce journal. D'abord, bonne fête à tous les musulmans du monde. Après plusieurs jours de privation de toutes sortes, ils célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. C'est la fin du Ramadan et le premier jour du mois lunaire suivant. Cette fête constitue une des plus grandes de la religion musulmane. Des visites aux parents et amis sont effectuées, des grands repas sont organisés et des présents sont offerts aux enfants. C'est également l'occasion d'offrir une aumône spéciale pour les nécessiteux et les indigents. Toutes nos pensées donc à la communauté musulmane du Bénin. Je l'annonçais en titre, et si on commençait à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est le principe du consommons local. Si ce n'est pas encore dans les habitudes de tous les Béninois, certains en font une règle. C'est en effet l'une des conditions pour promouvoir l'économie nationale. Louis Koudobo, Patrick Adiaboudou. Mohamed est un producteur agroalimentaire. Il sèche et tamise du sel iodé mélangé avec 17 épices bio. Pour manger son moyo, un plat typiquement béninois, il se sert de ce sel comme un assaisonnement. Mieux, il fait ce mélange avec d'autres aliments frais produits au Bénin. Un Béninois qui consomme un produit local incite et encourage son frère à y produire de jour en jour. C'est de la valeur ajoutée énorme et c'est de l'emploi créé. Consommer le local, c'est la seule chose qui nous permettra d'aller plus loin et d'enrichir notre économie. Acheter et consommer local permet de booster l'économie nationale et par ce fait, inciter les producteurs locaux à miser beaucoup plus sur la qualité. Si je suis au Bénin et que j'utilise les produits du territoire béninois pour produire un produit donné, la qualité y est forcément. Avant de commencer par produire, c'est parce que j'ai eu à réfléchir pendant des années jusqu'à ce que le produit final y est. Et ce produit passe au laboratoire pour des vérifications et enfin obtient un certificat. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'acheter ce produit et que nous avançons. Et plus on achète, plus l'autre va commencer par industrialiser. Lewis est un aviculteur. Il sort de son poulailler 45 plateaux d'œufs de table par jour, soit 315 par semaine. Ses clients sont en majorité des Béninois. En moyenne, nous avons jusqu'à 6 clients par semaine qui viennent à ramasser, puisqu'on les fait on fait des programmations et elles viennent ramasser les œufs pour aller revendre. Ce sont souvent les grossistes. Celui qui prend un œuf par jour crée
indirectement de l'emploi pour son pays. Puisque là où je suis aujourd'hui, je suis à un effectif de 1900 pondeuses actuellement et j'emploie déjà une personne. De l'emploi créé avec des retombées économiques, la consommation locale est un atout pour accroître les performances de production des entreprises locales. Une fois que j'évolue en portefeuille client, je vais penser à produire plus. Une fois que moi je produis plus, je vais penser à recruter plus de personnel et acheter plus d'aliments, plus de maïs, plus de médicaments vétérinaires, ainsi de suite. Ceux qui m'aident à faire le transport des œufs vers le marché, les conducteurs de tricycle, eux vont plus trouver d'œufs à ramasser pour prendre plus d'argent. Pour l'économiste, si consommer local peine à être une habitude, ce n'est ni la faute du consommateur, ni des producteurs locaux. Il faudrait permettre aux producteurs de produire à moindre coût, donc d'être compétitifs. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel, un environnement international où nous ne pouvons pas imposer des barrières et empêcher les autres produits de rentrer chez nous. Ce n'est que l'État central qui peut les aider à baisser un peu les coûts de production pour être assez compétitifs. Être compétitif sur le marché de l'offre et de la demande, un challenge pour amener les consommateurs à privilégier les aliments locaux dans leurs assiettes. L'aviculture, comme vous l'avez vu, est une activité qui désigne l'élevage des volailles. Même si elle nécessite en amont une formation et des moyens, elle est une activité génératrice de revenus quand on sait s'y prendre. José Migan est agronome, il en a fait l'expérience et il nous en parle au micro de César Attiadé et Iliad Bokovo. Et celui qui veut entreprendre l'activité avicole, qui veut être aviculteur, doit se donner une petite formation, même s'il n'est pas agronome, aviculteur spécifique, il doit connaître les b.a.-ba de l'aviculture. Comment entretenir une unité avicole, comment nourrir les animaux, de quoi se nourrit-il, quelles sont les conditions sanitaires remplies pour pouvoir réussir son élevage. Il doit avoir le minimum. Sinon, ça ne marchera pas. Lorsque tu n'as pas une formation, lorsque tu ne t'es pas préparé assez, lorsque tu as établi ton projet avicole, d'élevage d'espèces avicoles, et que tu ne respectes pas ton propre cas de charge, là, tu te crées des ennuis. Lorsque tu t'es préparé pour 50 pondeuses, va avec les 50 pondeuses. Si c'est 50 chais, va avec les 50 chais, parce que c'est ce financement-là que tu as. L'aviculture est un secteur porteur, très porteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous en connaissez un qui ne consomme pas de la viande de poulet, qui ne consomme pas des œufs. Tout le capital de Cotonou, c'est souvent les œufs, c'est l'aviculture. C'est d'une entreprise avicole qu'on dit ça. Donc c'est porteur. Lorsque ça, tu es passionné, ça t'intéresse et tu veux le faire, tu vises un marché, rapproche-toi de ce marché-là, vois les normes, tout. Et puis maintenant, quand tu vas commencer à entreprendre, tu n'auras pas de problème d'écoulement de tes produits. Eux, ils ont choisi servir l'État, sont en fin de carrière et donc admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est une bonne nouvelle pour eux. Ils n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. La réforme émane du gouvernement qui entend désormais leur offrir une retraite paisible. Samson Thiomon et Nadège Sani pour plus de détails. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent.
La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. Un an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet, et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme, telle que pensée par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019, 230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme. Cette année, la production de sucre de l'île Maurice est prévue pour remonter après 2 années consécutives de baisse. D'après la Chambre mauricienne de l'agriculture, le volume devrait passer à 325 000 tonnes cette saison contre plus de 323 000 un an plus tôt. Ces perspectives positives pour le secteur sont à mettre à l'actif des conditions météo clémentes qui ont favorisé la croissance des tiges de canne entre octobre et avril dernier. Pilier de l'économie mauricienne, le secteur sucrier contribue actuellement à 2% du PIB de l'île. Et puis, découverte choquante à Yaoundé, un entrepôt qui accueille des contrefacteurs chargés de changer la date de péremption de certains produits de consommation a été débusqué dans la zone industrielle. Reportage. C'est en pleine ville de Yaoundé que le poteau rose a été découvert par les éléments de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes du ministère du Commerce. Une affaire de gain à tout prix. Gagner n'est interdit à personne, surtout quand il s'agit d'une activité commerciale. Mais le problème, c'est dès lors que l'argent commence à primer sur tout, même sur la vie des clients, voire sur celle de toute l'économie du pays. L'existence des produits périmés sur un marché est un double crime, en ce sens qu'il pose un problème d'abord d'ordre économique, et deuxièmement, c'est un crime social, en ce que ces produits impactent négativement sur la santé des consommateurs. Aux adeptes du commerce sans conscience, le ministère du Commerce dit opposer une traque sans précédent que celui qui a des oreilles entende. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Estelle, pour la présentation du journal. Oui, la fête va continuer chez vous, ça, c'est très, très sûr. Oui, je le dis parce que je sais, j'en sais quelque chose. Allez, bonne soirée à vous. On va vous retrouver déjà jeudi, certainement, sur le journal. Si tout va bien, allez, portez-vous bien. Pour le moment, c'est bien sûr la suite du grand rendez-vous. Oui, pratiquement la fin de la même, j'allais dire. C'est le moment de suivre la météo.
Oui, il est l'heure, c'est la fin de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir. Oui, jour de fête, certes, mais le grand rendez-vous a lieu comme d'habitude d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain déjà à 19h00 pour un autre numéro. Ce sera le numéro 3 pour le compte de cette semaine-ci. Merci à Amel de l'autre côté de la réalisation et toute l'équipe. Vraiment, merci à tout le monde. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et restez toujours BB24. Ciao.